Bonsoir, à la une de cette édition, la FAO apporte un grand coup de main au monde rural, 22 millions de dollars pour appuyer la lutte contre la pauvreté et la malnutrition. Vous saurez tout dans cette édition. À suivre aussi la réglementation des assurances en Afrique. La Guinée préside les travaux et partage son expérience dans le secteur. 2 jours de concertation pour valider les textes fondateurs. Et puis de l'humanitaire, dans cette édition, la première dame de la République appuie le dossier de 5 enfants démunis. Ils doivent effectuer un voyage d'études au Nigeria, du collège à l'université. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, cette audience à la présidence de la République. Le chef de l'État a reçu des membres d'une société chinoise. L'entretien a porté sur la mise en œuvre d'un des accords récents de Beijing sur les énergies renouvelables. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma. Il s'agit de donner un coup d'accélérateur au projet d'interconnexion africaine des énergies renouvelables. La rencontre de ce vendredi entre le président Alpha Condé et les partenaires chinois de la société GEDCO a pour objectif de poser les bases d'un développement rapide des énergies renouvelables sur le continent d'ici 2030. C'est à travers ce projet que l'Afrique pourra développer son industrie, ses mines et beaucoup de ressources naturelles, y compris le développement de la technologie. Ce qui fera la beauté du développement de l'Afrique, le développement de la culture, de la technologie, ainsi que tous les facteurs qui incluent dans le processus de développement durable. Le ministre guinéen en charge du secteur des énergies, Cheikh Talibi, dit que le président Alpha Condé fait du développement des énergies renouvelables en Afrique l'un de ses défis majeurs. Il n'est plus besoin de rappeler aux populations guinéennes qu'il est le champion de l'électrification de toute l'Afrique à partir des énergies renouvelables. Aujourd'hui, il vient de poser encore un acte qui va dans ce sens, qui va dans cette dynamique. Lors de notre dernière visite en Chine, le président de la République a signé une alliance d'interconnexion énergétique de l'Afrique et du développement durable. Ça, c'est dans le cadre de l'initiative africaine des énergies renouvelables dont il est le président, en même temps le président du conseil d'administration. Une grande mission aussi importante que ses pairs lui ont confiée après la COP 21 de France. Aujourd'hui, il est en train de trouver la grande solution pour que cette mission soit réalisée. Quel est l'objectif principal? Électrifier toute l'Afrique à travers ses énergies, l'hydroélectricité. La Guinée a son potentiel. La Côte d'Ivoire et tous les autres pays, chacun a son potentiel hydroélectrique. D'autres n'en ont pas. Mais il y a des pays qui en abondent, qui en ont le potentiel le plus important. On peut donner l'exemple de la République du Congo, où se situe le fleuve Congo, là où il y a la possibilité de construire des ouvrages hydroélectriques, d'aménager le fleuve Congo de telle sorte qu'on puisse avoir plus de 100 gigawatts. 100 000 mégawatts. Ces 100 000 mégawatts, si nous construisons des lignes d'interconnexion, la technologie actuelle le permet, à travers des lignes d'interconnexion de transport d'énergie ultra haute tension, qui peuvent être développées sur plus de 3000 km en courant continu, pas en courant alternatif, mais en courant continu. Ça peut permettre de construire dans cette initiative des énergies renouvelables le grand barrage d'Inga, dont plusieurs personnes en ont entendu parler, Inga 1, 2, Inga 3 et le grand Inga pour pouvoir électrifier toute l'Afrique. Le fleuve Congo est visé comme site majeur. Ces immenses ressources forestières et hydrauliques pourraient permettre l'installation de plus de 100 000 mégawatts, ajoutés aux potentialités d'autres pays africains.
Et puis ce message par lequel l'ambassade du Royaume de Belgique à Conakry présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger de la République de Guinée et à l'honneur de lui demander de bien vouloir transmettre le message de félicitations adressé à son Excellence Monsieur le Président Alpha Condé de la part du Premier ministre belge Monsieur Charles Michel et dont le ministère voudra bien trouver l'intégralité du contenu ci-dessus. La Belgique souhaite adresser ses félicitations au président Alpha Condé à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, premier pays à avoir accédé à la souveraineté nationale en Afrique francophone. La Guinée aujourd'hui peut s'enorgueillir de belles avancées dans divers domaines. La Belgique se félicite des excellentes relations bilatérales entre nos deux pays et sera toujours aux côtés de la République de Guinée, en particulier dans ses efforts de réconciliation nationale, d'amélioration du niveau de vie des Guinéens et des Guinéennes et sur la voie de la démocratie. L'ambassade du Royaume de Belgique à Conakry remercie le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger de la République de Guinée et saisit cette occasion pour lui renouveler l'assurance de sa très haute considération. Fait à Conakry le 9 octobre 2018. Bofa, où le Premier ministre est en séjour de travail, il a conféré ce matin avec les jeunes et les femmes de la localité. Premier message délivré, la préservation de la paix, gage de tout développement, nous y reviendrons. La tragédie du 28 septembre 2009, le gouvernement affiche sa volonté de faire toute la lumière sur le dossier. Ce matin, le comité de pilotage s'est réuni pour la 3e fois, une rencontre pour faire le point sur les détails et régler les derniers détails afin d'aller à ce procès, le lieu de la tenue du procès, mais aussi le budget prévisionnel. On parle de 78 milliards de francs guinéens. Kerno Younoussaba. Vers le procès du 28 septembre. Cette fois, l'organe dirigé par le ministre d'État à la Justice a abouti à des résultats devant accélérer la comparution devant le tribunal criminel. Il vous souviendra que la dernière fois, on n'avait pas fait le choix entre Conakry et l'intérieur du pays. On avait arrêté Sigiring par rapport au Mali et Boké. Donc ça a été exclu. Le procès aura lieu à Conakry. C'est Cinéma Liberté, donc c'est l'option qui a été choisie, qui a été arrêtée. La grande salle de cinéma va être transformée en salle d'audience, donc aménagée. Je vais rencontrer le Libanais qui est responsable de cette salle. Il y a une sous-commission qui a été créée et qui va se déplacer sur place pour voir la faisabilité et pour tout de suite commencer à faire ses diligences. Le deuxième point, c'est l'aspect budgétaire. Élaboré et chiffré, 78 milliards 087 711 600 francs guinéens. La part de l'État, le BND, 60 milliards 255 millions, soit 77%, que l'État est engagé et l'a montré par cette volonté effectivement budgétaire. Il reste donc les 23%. Sur les 23%, sont repartis entre les partenaires. Pour l'instant, les 23%, c'est les 17 milliards 832 702. Repartis entre deux partenaires. Vous avez les USA, les États-Unis d'Amérique, pour 13 milliards 319 millions 600, soit 17%. Et le deuxième partenaire, c'est l'Union européenne, 4 milliards 513 millions 102, soit 5,8%. Au moment où je vous parle, on n'a aucun fonds à notre disposition. S'agissant de la maladie présumée de Toumba Diakité en détention, lui-même inculpé dans le cadre du dossier du 28 septembre, le ministre précise. On est en contact avec M. Toumba Diakité, qui est un accusé dans ce dossier. Le directeur de l'administration pénitentiaire le rend visite quotidiennement, le régisseur également. J'ai dépêché le directeur de l'hôpital Niasdine, que je remercie ici, Dr Ouada, qu'on a mobilisé à tout moment, non seulement pour d'autres personnes en séjour à la maison centrale, mais surtout pour Toumba. Et il faut que je sois clair avec tout le monde. Monsieur Toumba est bien traité à la maison centrale. J'ai décidé un petit budget tous les mois qui est donné au régisseur pour la nourriture de Toumba,
pour ces soins médicaux. A rappelé que ce comité de pilotage a été mis en place au lendemain de la clôture de l'instruction par le pool des juges. Désormais, les membres promettent de se retrouver toutes les 3 semaines pour accélérer la procédure de jugement. Et puis ce décret qui vient de nous parvenir porte en nomination d'un directeur communal de l'éducation au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Ibrahima Yatara, matricule 190-819L, précédemment en service à la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel, est nommé directeur communal de l'éducation de Kaloum. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 19 octobre 2018. Professeur Alpha Condé. Je vous annonçais dans les titres, cette manne financière engagée par la FAO dans la lutte contre la pauvreté et la malnutrition en Guinée, 22 millions de dollars dont la gestion est supervisée par les 4 départements en charge du développement du monde rural. La Guinée est dans un programme avec le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, un programme qui finit en 2022. Fodé Camara. Dans la capitale des agrumes, la journée mondiale de l'alimentation a permis de lever le voile sur tous les contours de la programmation pays Guinée-FAO 2018-2022. Une planification réalisée grâce à l'appui des départements sectoriels du développement rural, agriculture, élevage, pêche et environnement. Un plan d'action contre l'insécurité alimentaire dont le fil conducteur est le PNDS, Plan national de développement économique et social. D'ores et déjà, cette programmation de promotion rurale prévoit un investissement de plus de 20 millions de dollars. Nous avons prévu dans le cadre de ces programmations pays à peu près plus de 20 millions de dollars pour les 4 prochaines années en appui à ce secteur rural-là. Donc je pense que 22 millions de dollars, ce n'est pas grand-chose. Mais si on essaie aujourd'hui de les utiliser à bon escient, je suis sûr que ça s'agira de la vie de beaucoup de producteurs, la vie de beaucoup de personnes dans ces pays-là. En cette phase post-Ebola, après l'appui apporté par la FAO aux petits producteurs durement affectés, un travail de prévention est mis en branle. Il s'agit de la lutte contre les zoonoses, les maladies des animaux transmissibles à l'homme. Un autre secteur dans lequel la FAO intervient est très actif en collaboration avec le gouvernement américain à travers l'USAID. C'est le programme de lutte contre les zoonoses. Les zoonoses, comme vous le savez, c'est des maladies transmissibles de l'homme à l'animal et vice-versa, comme d'ailleurs l'Ebola. Et c'est suite à l'Ebola que ce programme a été mis en place. Alors dans le cadre de ce programme, la FAO a déjà réhabilité, construit 3 nouveaux laboratoires, ou bien en tout cas réhabilité 3 nouveaux laboratoires, le laboratoire national vétérinaire de diagnostic de Conakry et 2 autres laboratoires régionaux, un à Labé et un autre à Kankan. Tout ça, c'est pour faire face à ce type de maladies qui sont devenues depuis quelques années la bête noire dans la sous-région. La journée mondiale de l'alimentation est un tremplin pour renouveler les engagements susceptibles de conforter la vigilance contre la malnutrition chronique. Une malnutrition qui a touché, selon les statistiques de la FAO, 815 millions d'individus en 2016, soit 38 millions de plus qu'en 2015. Une crise dont la courbe reste ascendante d'année en année. Santé, le comité technique de coordination vient de boucler sa session annuelle. La rencontre a duré 4 jours et a permis aux acteurs et PTF, partenaires techniques et financiers, de revoir les activités déjà réalisées. Un exercice au cours duquel certaines faiblesses ont été identifiées et soumises à l'Assemblée pour solution. Il y a également eu une projection sur l'année prochaine. Le point avec Samaratonno. C'est la première session du comité technique de coordination du secteur de la santé au compte de cette année 2018. Elle réunit professionnels de la santé et partenaires techniques et financiers. Il s'agit pour ces acteurs de faire la revue des projets et programmes de développement sanitaire déjà réalisés. L'action consiste à relever les faiblesses et apporter des amendements. Chaque année, chaque période, le ministère de la Santé planifie un certain nombre d'actions et alloue un certain budget. Alors, au bout de la période,
nous, acteurs, nous réunissons pour analyser la situation. Ce qui était planifié, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Donc, la réunion a pour objectif d'examiner tous ces détails pour faire de nouvelles propositions au ministère de la Santé afin qu'on puisse corriger le tir à temps. Les travaux de cette session portent sur, entre autres, la présentation des activités des services techniques centraux et régionaux de la santé, le niveau d'exécution du plan d'action opérationnel 2018, les stratégies communautaires et la problématique d'approvisionnement des hôpitaux en médicaments. Des analyses pour permettre une meilleure intervention du gouvernement et des partenaires au développement. Il a été établi que quand les médicaments sont disponibles, les structures de santé sont fréquentées par la population et la qualité de soins s'améliore. Et c'est ça notre rôle. Dans les perspectives, la pharmacie centrale de Guinée, qui est l'outil de mise en œuvre de la politique pharmaceutique du gouvernement guinéen, va être au cœur de toutes les activités. Alors tout passera au niveau de la centrale d'achat de notre pays. Les partenaires vont, avec les départements, les programmes et projets du ministère, apporter leur appui financier, mais aussi leur appui technique à la réflexion, à l'analyse des résultats et afin de trouver des solutions pour impulser une accélération de la couverture santé universelle en Guinée. Les réflexions de ces acteurs de la santé et leurs partenaires ont duré 4 jours. Elles ont permis de mieux planifier des actions sanitaires devant désormais aboutir à une offre de soins de qualité aux populations. Il existe désormais un institut d'assurance maladie obligatoire. Il s'occupe essentiellement du secteur public et est placé sous la tutelle du ministère de la fonction publique. Cet institut couvre les risques liés à la maladie et aux accidents non professionnels. L'institut a signé une convention avec certaines cliniques de la place. Hadi Kamara. Le gouvernement s'investit davantage dans la prise en charge médicale des fonctionnaires guinéens. Sur ce, l'INAMO, l'Institut national d'assurance maladie obligatoire, multiplie les contacts et les initiatives en vue de soulager les agents de la fonction publique. Ici, le directeur général de l'Institut signe une convention de partenariat avec certains propriétaires des cliniques de la place. La volonté du gouvernement, la volonté de mon conseil d'administration, c'est d'agir localement, d'abord pour qualifier le travail à l'intérieur, avec toute la confiance, ce qui pourrait nous amener à réduire un peu nos charges et assister ces structures sanitaires à mieux faire dans le sens des prises en charge en Guinée. C'est une convention qui vient renforcer et faciliter la prise en charge locale des agents publics de l'État avec une meilleure qualité des soins et à faible coût. Nous pensons que réellement nous ferons le maximum de nous-mêmes pour mériter cette confiance. Et notre objectif, c'est de prendre en charge correctement les malades pour qu'ils bénéficient de soins de qualité et aider aussi l'INAMO à limiter les évacuations sanitaires parce que cela coûte très cher. Une structure peut être pleine d'équipements, mais s'il n'y a pas un bon maintenancier, ça n'ira nulle part. Nous avons l'exemple frappant de certains hôpitaux flambant neufs qui ont été équipés ici, mais dont les équipements sont morts, tout simplement parce qu'il n'y a personne pour les utiliser. Les gens ne sont pas formés d'abord pour les utiliser, à plus forte raison pour les réparer. Les modalités sont connues et l'engagement est pris. Il s'agit alors d'accélérer le processus de mobilisation des ressources à travers les subventions et les cotisations de toutes les parties prenantes. La SEG s'engage dans un programme de réforme pour améliorer ses services. Elle va pour cela bénéficier du coup de main de l'Association africaine de l'eau. Le partenariat est scellé. Les deux parties vont conjuguer leurs efforts pour assurer une meilleure desserte en Guinée. Nabi Kamara. Ils sont venus des 4 coins du continent africain, tous professionnels du secteur de l'eau, et se sont retrouvés cette semaine à Conakry pour parler, entre autres, des schémas institutionnels des sociétés d'eau et d'assainissement, en passant par la conception, l'élaboration d'un budget, le management stratégique
pour les décideurs dans le souci de rendre performants leurs services respectifs à la base. Nous avons évoqué des thèmes assez intéressants, très intéressants sur les différents modes de mobilisation des ressources financières pour développer les secteurs, que ce soit les modes BOT, que ce soit les modes PPP, que ce soit des aides directes. Et chacun des modes, ses avantages, ses inconvénients, ses forces et ses faiblesses, en tenant compte du contexte de chacun des pays. Au cours de ces 3 jours de rencontre, ces hôtes de la Société des eaux de Guinée ont également débattu de la gestion commerciale pour permettre d'avoir les meilleurs indicateurs de gestion et de rentabilité du secteur de l'eau. Nous avons essayé pendant les 3 jours de voir un peu le rôle et vraiment les responsabilités du manager dans le secteur de l'eau potable. Je pense que du retour au pays, on pourra mettre en exergue tout ce que nous avons appris ici à Conakry. La formation a été vraiment la bienvenue parce que ça nous aide. On a un prix social de l'eau qui est à 100 francs le bidon de 20 litres. Il faut savoir que si on décide de garder ce prix social, ce que je pense est une bonne chose, il faut en parallèle assumer le coût que ça peut avoir et assumer le fait qu'un service public n'est pas forcément rentable et donc il faut aussi le subventionner. La plupart des communautés fixent à 100 francs guinéens le prix du bidon de 20 litres, un montant qui ne permet pas de couvrir le fonctionnement du système tel que prévu par les textes. L'UNICEF accompagne la mise en œuvre de la stratégie par la formation des artisans réparateurs et les membres de l'unité de gestion. Toute la stratégie qui va être élaborée, l'UNICEF va poursuivre à apporter son appui. La direction générale du SNAP compte relever tous les défis liés notamment à la fourniture de l'eau de qualité et en quantité suffisante. Cet atelier sera aussi une occasion pour vous d'approfondir vos connaissances sur la stratégie du service public de l'eau et les outils pertinents et performants qu'il faudrait utiliser en matière de communication pour amener les communautés rurales à s'approprier des infrastructures d'alimentation en eau potable, mais surtout pour leur pérennité. Cette étude s'étend également sur le système d'alimentation en eau potable par énergie en milieu rural et semi-urbain de 2015 à 2018 dans les régions de Kankan et de Zali. Promotion du genre, les femmes veulent plus. Elles demandent autant de postes de décision que les hommes. Une requête que l'Union européenne valide et accompagne. Hier, un document sur l'équité et l'égalité a été validé par les points focaux du projet genre. Il ne reste plus que l'application. Baba Kouyaté. L'équation entre genre et équité au sein de l'administration publique préoccupe le gouvernement et ses partenaires. Pour des spécialistes, l'intégration de l'approche reste un moyen de développement équilibré et durable pour notre pays. Cette rencontre de Conakry mobilise les points focaux en charge de la question dans les départements ministériels. L'occasion d'échanger sur des stratégies de mise en œuvre de la politique de genre pour promouvoir et protéger l'égalité entre hommes et femmes au niveau des postes de décision. On va proposer des solutions, donc une stratégie sectorielle de la fonction publique pour qu'ils puissent justement renforcer les capacités des femmes, suivre leur carrière, les aider à se former dans d'autres domaines comme le leadership, le tutorat, etc. pour qu'elles puissent aussi, elles, accéder à des postes de responsabilité et participer à des instances de décision. La Guinée a ratifié et adopté plusieurs instruments et traités internationaux relatifs aux droits humains. À travers ces dispositions, notre pays a jeté les bases de la légitimation d'une politique de parité et d'équité entre les sexes. Ce sujet important pour l'Union européenne est important dans le sens que le rôle des femmes genre est très important dans les fonctions publiques. Et donc on donne beaucoup d'importance à ce sujet et on considère que ça doit être discuté pas seulement dans le seul ministère des fonctions publiques, mais ça doit être un sujet transversal. L'Union européenne est prête à continuer à appuyer dans ce genre de projet si nécessaire à l'avenir. Il s'agit pour tous les départements
de travailler à l'image du ministère de l'administration publique, d'élaborer leur stratégie en matière de réduction des inégalités, mais dans tous les secteurs. C'est ça ce travail que nous devons faire. Et moi, en tant que ministre en charge des questions de genre, je ne ferai que faire le plaidoyer parce qu'il y va du développement de notre nation. Les travaux portent essentiellement sur le document de stratégie et de mise en œuvre de la politique de genre et équité dans l'administration publique. Validé lors de cette rencontre, les initiateurs de cet ambitieux projet se disent déterminés à plaider pour son application au sein de l'administration publique. Dans l'actualité encore, la réunion des superviseurs d'assurance du continent, la Guinée préside les travaux. 2 jours de concertation et d'échange d'expériences pour finaliser les textes fondateurs de la plateforme régionale. Conakry a mis cette rencontre à profit pour présenter son approche du développement des activités liées à l'assurance. Ansoumane Toumani Kamara. Le développement des pratiques d'assurance connaît une émergence timide en Afrique. Pour relever ce défi multisectoriel, les dirigeants du continent ont mis en place des structures de contrôle des activités d'assurance. Et la Guinée, qui est passée de 4 compagnies d'assurance en 1997 à 12 cette année, est sollicitée pour présider aux destinées de cette association. Au compte de la 2e réunion annuelle, l'ensemble des superviseurs d'assurance se concertent pour 2 jours à Conakry. Le résultat attendu, c'est une forte implication des contrôleurs des assurances pour le bien-être des citoyens parce que l'assurance est un vecteur de développement économique d'un pays. Et aujourd'hui, nous notons la présence de nos amis du Maroc, du Ghana et du Zimbabwe, de RDC qui sont venus grossir les rangs des superviseurs. Jusqu'à présent, on avait souhaité vraiment leur présence et cela nous reconforte à plus d'un titre. Il y a un peu partout dans nos pays des questions d'assainissement, les questions de règlement des sinistres qui ne suivent pas. Et nous, en tant qu'autorité de contrôle, nous avons un rôle important à jouer pour que les choses se passent mieux. Les textes fondateurs de l'Association des autorités africaines de contrôle des assurances ont donc été finalisés à Conakry. Ils offrent à l'ensemble des pays un cadre permanent de réglementation harmonisée du secteur. Et la Guinée retient l'attention des autres pays à cause des profondes mutations opérées dans le secteur. La réunion n'était pas prévue à Conakry. Mais vu certaines choses, vu l'hospitalité des Guinéens, ils ont décidé à la dernière minute d'organiser à Conakry, ce qui fait un honneur pour notre pays. Et je pense que nous devons être fiers de cela. Et c'est pour cela que ça va être important que les Guinéens comprennent et qu'ils viennent vraiment dans les compagnies d'assurance pour comprendre et connaître tous les produits qu'il y a pour qu'ils puissent être couverts. Ces contrôleurs africains d'assurance partent de Conakry après avoir diagnostiqué le secteur et élaboré un chronogramme objectif pour une nouvelle étape dans l'évolution des assurances en Afrique. La lutte contre la faim en milieu scolaire, les responsables de l'éducation étaient en conclave pour identifier les besoins et exprimer la demande. Pour leur part, le gouvernement et le programme alimentaire mondial vont essayer d'y apporter des réponses. En tout cas, le programme fait des heureux dans l'arrière-pays et maintient les enfants à l'école. Mamaïsata Kamara, Sadoubari. Œuvrer pour une alimentation saine et équilibrée en milieu scolaire, c'est le combat du gouvernement guinéen et ses partenaires. Le gouvernement, à travers la Direction nationale des cantines scolaires, fournit plus de 4000 plats chauds annuels aux élèves du primaire dans les zones reculées. Le cocktail journalier est suffisant pour le maintien des élèves dans les écoles, surtout en zone rurale. À Conakry, les acteurs impliqués dans la lutte contre la faim dans les salles de classe évaluent les capacités nationales de l'alimentation scolaire. La dernière évaluation des politiques et programmes de l'alimentation et de nutrition scolaire en Guinée remonte à 2014. Cette évaluation, conduite à travers l'outil SABER, c'est-à-dire l'approche systémique pour améliorer les résultats de l'éducation, avait donné au pays un statut latent. Conscient que les cantines représentent un moyen de booster et d'améliorer la qualité du système éducatif, le gouvernement guinéen s'est engagé à soutenir ce secteur.
Selon l'évaluation des politiques de nutrition scolaire menées par les outils Saber en 2014, la Guinée occupe un statut latent dans ce combat nutritionnel. À travers ces assises, les participants tentent de concevoir un guide permettant au gouvernement de développer le secteur d'alimentation scolaire. Le gouvernement tient, après toutes les avancées déjà qui ont été faites, à que nous procédions à une identification saine des obstacles, des difficultés qui ont empêché, en tout cas, un développement intégral de l'approche cantine en Guinée. C'est en 2000 que la Guinée a adhéré au mouvement d'éducation pour tous. À travers la création de la Direction nationale des cantines scolaires en 2015, le gouvernement entend investir plus de ressources pour booster le secteur. Et ce geste humanitaire grâce à l'implication personnelle de la première dame de la République. En réponse à ces nombreuses démarches, une fondation nigériane prend en charge les études de 5 enfants démunis à partir du collège jusqu'à la fin du cursus universitaire. Ces études se feront au Nigeria. Maurice Sidibé. Avant le départ, l'encadreur et ses 5 enfants guinéens, issus des familles démunies, sont reçus par la première dame de la République. Adjadjene Kondi leur prodigue des conseils pour honorer l'image de la Guinée au Nigeria. Accompagnés par une délégation de la Fondation Prosmi, ils sont accueillis à l'aéroport international d'Abuja par les autorités de l'ambassade de Guinée au Nigeria. Ces 5 enfants vont continuer leurs études au collège Rochas de l'État d'Imo jusqu'au niveau baccalauréat avant leur orientation dans les universités étrangères selon leurs performances. Je voudrais remercier la présidente de la Fondation Prosmi qui est en train d'œuvrer pour la bonne formation des enfants de Guinée pour qu'il y ait des élites qui vont être formées en Guinée ou ailleurs et pour aller servir la nation guinéenne dans le futur. La qualité de l'enseignement, les infrastructures qui ont été mises en place à cet effet, l'ambassade a été très impressionnée de voir ces qualités ici. Nous espérons que ces enfants recevront une très bonne formation et nous encourageons la coopération entre la Fondation, la Rochas Fondation et la Fondation Prosmi de la République de Guinée. Ces 5 élèves constituent la 2e vague d'enfants guinéens inscrits au collège Rochas du Nigeria. Ils sont sélectionnés selon des critères bien définis par la Fondation Rochas, la structure d'accueil. Chaque année, ce centre d'encadrement accueille 55 enfants venus de 11 pays africains. Our goal is to make sure. Ici à Rofoka, on aide chaque enfant à atteindre son objectif. Chaque enfant. Ici, les enfants comprennent, c'est des enfants démunis, des familles démunies qui n'ont pas les moyens pour les envoyer à l'école, des enfants, des orphelins, ou bien des enfants qui n'ont pas leurs pères, leurs parents ensemble. Au nom de Madame la Première Dame de la République, je remercie le fondateur de ce temple de savoir, car pour donner une formation saine aux enfants, c'est pas facile, c'est aisé, mais lui qui a initié de construire une telle école pour les enfants démunis, c'est une très bonne chose pour toute l'Afrique. En 2016, la Fondation Rochas, à travers la première dame du Nigeria, a demandé aux autres premières dames du continent d'envoyer chaque année 5 enfants démunis pour étudier dans cette école. Une fondation qui évolue dans l'assistance humanitaire sur le continent. On boucle cette édition d'information avec la rubrique Guinée en bref et on commence par ce don d'équipement de communication au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est un geste du gouvernement suisse. Aboubakar Diaby. Du matériel de communication pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est un geste de la Suisse à travers son ambassade basée à Abidjan. C'est une coopération qui date déjà depuis plusieurs années, donc c'est un complément d'assistance que vous venez remettre aujourd'hui et qui témoigne de la pérennité de notre coopération qui est, je pense, pour les deux parties plus que satisfaisante.
Cette bâtisse composée de 4 chambres, de 3 douches, de 2 salons et d'une véranda est un don offert par la République de Turquie à Farhan Kourouma Kondé. Ancien boursier de la Turquie, ce jeune de 29 ans né malade n'a pas pu terminer ses études en Turquie pour des raisons sanitaires. Farhan Kourouma parle bien le turc, il maîtrise la culture, la langue turque. J'ai dit on ne peut que accompagner ce jeune qui a besoin qu'on l'accompagne vraiment. Et grâce à la TICA, à notre coordinateur, monsieur Ismaël Yolek, on a pu réaliser ce projet. Selon une récente étude du département en charge de la protection des tout-petits, un enfant sur 2 est victime du travail forcé en Guinée. Pour freiner la pratique, les acteurs impliqués dans la protection et la promotion des enfants échangent sur les stratégies adoptées en vue d'assurer une meilleure coordination des interventions contre les pires formes de traite des enfants. Il y a l'esclavage moderne qui sévit dans notre pays et qui est méconnu. Peut-être consciemment ou inconsciemment, les gens sont victimes de ce fléau, mais qui n'est pas connu. Aujourd'hui, sur la base d'une étude, il a été révélé que dans notre pays, plus un enfant sur 2 est victime de travail forcé et de traite, souvent en foulant aux pieds les droits fondamentaux de ces enfants. Situé à 105 km de la commune de Kouroussa, le district de Fadoussaba, Kaboukaria, de par sa position géographique, stratégique et la qualité de sa production agricole, cette zone est depuis 1954 un carrefour commercial dans la sous-région. Ce dimanche, jour de marché hebdomadaire, vendeurs et acheteurs venus de partout se bousculent pour négocier les produits made in Guinée. Sur cette sollicitation de nous aider à ce que ce marché soit construit. Bon, si vous marchez un peu, vous vous promenez un peu dans ce marché-là, vous verrez que les gens sont serrés. Il n'y a pas de place. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.